c'est le président qui aura permis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Quand on choisit son adversaire, on désigne son successeur. Voilà. À quels médias Emmanuel Macron a-t-il donné des interviews ? Le Point, à plusieurs reprises, l'Express, donc des médias plutôt de droite classique, mais le Grand Continent aussi. Alors c'était une façon de contourner la presse européenne, ça fait hurler les journalistes de Bruxelles, puisque le Grand Continent, c'était des journalistes, c'est des universitaires plutôt. Et justement, c'est quand même un signe incroyable, c'est-à-dire que Le Monde n'a pas eu d'interview depuis 2017 du président. C'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Libé n'a jamais eu d'interview du président. En fait, les médias les plus proches de lui, dont il attend un soutien logique, parce qu'il se définit comme un président du centre, centre-gauche, centre-droit. Donc il attend, ce qui est la preuve de sa méconnaissance de la presse quand même, qui est le vrai problème de Macron à mon sens, c'est qu'on est les actionnaires, il ne connaît pas les journalistes. Et donc il attend de ces journaux un soutien total. Et Le Monde ne va pas le lui donner, et pour une raison simple, c'est que l'histoire du Monde, c'est de contester la verticalité du pouvoir. Et en fait, les journalistes actuels, la rédaction actuelle est très attachée au respect des contre-pouvoirs démocratiques. Je pense qu'ils sont dans la tradition de leur journal et qu'ils ont raison. En réalité, je pense que Le Monde n'a jamais été proche de cette conception qu'il avait du pouvoir. Par contre, des idées européennes et libérales, ça correspond au positionnement du Monde et dans une certaine mesure à celui de Libé. Aujourd'hui, on voit bien, d'ailleurs, la rédaction du Monde aurait voulu avoir une interview de Macron pendant la campagne, en 2022, et il y a eu des efforts des deux côtés, et ça a buté sur Macron. L'opposition d'Emmanuel Macron, totale, il refuse que Le Monde, d'accorder une interview au Monde. En fait, le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne connaît pas la presse. Qu'il n'a pas, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Il arrive, personne ne l'a vu venir, y compris les médias eux-mêmes ont été surpris de cette campagne, de cette blitzkrieg en 2017. Et donc c'est une force et en même temps c'est une faiblesse parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de côtoyer des journalistes. Il en a vu quelques-uns quand il était secrétaire général adjoint à l'Élysée ou ministre de l'économie. Il y a un certain nombre de journalistes quand même qui ont eu une proximité avec Macron dès cette époque-là, mais il a surtout vu de l'intérieur l'échec de François Hollande, qui lui recevait des journalistes presque H24, et dont l'échec, c'est cette normalité, quelqu'un qui ne change pas de numéro de téléphone en devenant président de la République, que les journalistes peuvent appeler tous les jours, et dont les confidences vont apparaître dans des livres tout au long de l'année 2016. Il n'y a pas que le livre de Davé et l'homme, il y a 6 ou 7 livres de journalistes qui tous se présentent comme des livres de confidences. Donc Macron a vu de l'intérieur l'échec d'un président qui parle aux journalistes. Il a voulu incarner l'inverse. Comment Emmanuel Macron construit alors sa stratégie médiatique ? Pour comprendre la stratégie d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'extrême droite médiatique, Bruno Roger-Petit est essentiel. C'est vraiment le personnage clé. C'est quelqu'un qui était chroniqueur à Challenge depuis très longtemps, qui a aussi fait beaucoup de télé, et il a fait de la télé comme chroniqueur pour Pascal Praud. Donc il a créé des liens avec ce qui va devenir CNews, parce qu'à l'époque c'était iTélé, tout au long de cette période. Donc il a cette proximité-là avec eux. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui, dans ses chroniques, était un nostalgique de François Mitterrand, y compris dans ce qu'il avait de pire. Jacques Pilan, c'est pas forcément ce qu'il y a de pire, mais c'est inquiétant. Quand on est journaliste, se dire admirateur de Jacques Pilan, c'est un peu inquiétant. Jacques Pilan, c'est le communicant de François Mitterrand, c'est celui qui a voulu éloigner les journalistes de Mitterrand et dire on choisit nos journalistes. La grande phrase de Pilan, c'était « qu'est-ce qu'on a en magasin ?» C'est-à-dire en fonction du moment médiatique qu'on voulait créer, quelle chaîne on choisissait ou quel média écrit, quel journaliste, c'était vraiment en fonction des opportunités. Et donc Mitterrand a réussi ça, cette opération Jupiter, c'est comme ça qu'elle s'appelait, a parfaitement fonctionné, on l'a même appelé Dieu, donc il est plus que Jupiter, il est Dieu, il est celui qui est en hauteur et qui ne descend de l'Olympe, si on garde le vocabulaire mythologique, que lorsqu'il le décide. Et Bruno Roger-Petit est admirateur de Jacques Pilan, il se rêve en Jacques Pilan depuis le départ, il a essayé de voir quel candidat ou quel président il pourrait façonner un peu à la manière de Pilan, et il a trouvé Macron. Et dès la campagne de 2017, il est très proche notamment de Brigitte, et l'on sait, alors c'est ce que rapportent les journalistes, mais je pense que comme j'ai croisé les infos, je pense que c'est assez sûr, ils avaient notamment un groupe Telegram qui s'appelait Jupiter.
avec Brigitte et Emmanuel Macron et quelques autres journalistes. Donc il y a cette volonté de créer un nouveau Jupiter. Je pense que ça ne fonctionne, comme pour Mitterrand du reste, que parce que le futur président le veut lui-même, qu'il a cette méfiance à l'égard des journalistes et qu'il se dit que cette stratégie mitterrandienne, elle est finalement elle correspond tout à fait à ce que lui, au rapport qu'il veut avoir avec la presse. C'est la rencontre entre un éditorialiste qui a toujours rêvé de fabriquer un Jupiter et un candidat qui connaît mal les journalistes mais qui a besoin d'appui dans la presse et qui trouve là une façon de verbaliser ce qui est sa conception du pouvoir à lui. Il se méfiait des journalistes, il voulait effectivement les contourner parce qu'il y a d'autres témoignages de l'époque. Il y a le livre de Philippe Besson qui est paru après l'élection, qui s'appelle Un personnage de roman, et lui a accompagné toute la campagne de Macron, et il y a plein de choses dans ce livre qui montrent à quel point Macron se méfie des journalistes. Il dit même qu'il faut inventer un rapport direct, désintermédié au peuple. Donc contourner la presse pour s'adresser directement au peuple lui-même, à la population elle-même. Donc c'est pas que Bruno Roger-Petit, ça fonctionne comme pour Pilan et Mitterrand, parce que ça correspond à une attente d'Emmanuel Macron lui-même. Quel est le but de la stratégie médiatique de Bruno Roger-Petit ? C'est un personnage qui cultive l'ombre. Pour le livre Jupiter et Mercure, j'avais eu son numéro par des journalistes, il ne m'a jamais répondu. Donc je pense qu'il ne s'exprime pas, et c'est un peu normal d'ailleurs pour un conseiller à l'Élysée, hein, un conseiller mémoire, comme il dit, mais en fait c'est un conseiller surtout pour le jeu médiatique avec l'extrême droite. Et c'est vrai qu'il a des liens avec ces figures-là, notamment par son rôle de chroniqueur chez Pascal Praud. C'est visiblement là qu'il a rencontré Geoffroy Lejeune. Et il a aujourd'hui des liens qui sont avérés, qui ont été racontés par la presse. Hein. Il n'y a aucun scoop. Il a reçu Marion Maréchal à l'Élysée, c'est Le Monde qui l'avait raconté. C'est un mitterrandien qui n'a pas compris que le monde avait changé, que les médias avaient changé. Parce qu'effectivement, Mitterrand, c'est ce qui est le moins noble, à mon sens, hein, dans sa pratique du pouvoir. Il a effectivement écrit, au début des années 80, à des présidents de chaîne pour dire qu'il fallait inviter Jean-Marie Le Pen. Ce sont des courriers officiels. Et dans son esprit, c'était de diviser la droite. Et aujourd'hui, dans l'esprit de Bruno Roger-Petit, le meilleur moyen pour qu'Emmanuel Macron se maintienne au pouvoir, c'est d'avoir comme adversaire au deuxième tour l'extrême droite. Ça fait quand même 3 élections où l'extrême droite est au deuxième tour, donc ça n'a plus du tout la même signification. Dans le cas de Mitterrand, il s'agissait de diviser la droite, de l'affaiblir. Dans le cas de Macron, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il s'agit de se choisir un adversaire, désigner un adversaire, et qui est très facile à battre au deuxième tour. Et donc, il a fait beaucoup pour ça. Pour l'instant, on peut dire que ça a marché 2 fois. C'est quand même une performance inédite, surtout hors cohabitation, pour un président en exercice d'être réélu. Ça n'était jamais arrivé, hors cohabitation. Donc c'est un véritable exploit. Mais est bien élu face à Marine Le Pen. Ben, il est beaucoup moins bien élu. Et en plus, le fait que les législatives, derrière, aient accouché d'une majorité relative et puis d'un groupe énorme de RN à l'Assemblée nationale montre les limites de cette stratégie. Il y a une phrase de Patrick Boucheron que j'aime bien à propos de cette stratégie. Il disait « Quand on choisit son adversaire, on désigne son successeur ». Voilà. Et en fait, il ne sera plus là, hein, en tout cas provisoirement en 2027. Mais aujourd'hui, on voit bien à quel point l'extrême droite est en position d'arriver au pouvoir. Et elle a désormais, c'est pour ça que la responsabilité d'Emmanuel Macron, elle est réelle. Ce jeu avec l'extrême droite dès 2016, cette séduction qu'a exercée sur lui la rédaction de Valeurs Actuelles et qui est évidente, pose un problème pour un président en exercice. Quelle est la stratégie de séduction dont vous parlez entre Emmanuel Macron et Valeurs Actuelles ? C'était Louis de Ragnel, qui maintenant est à Europe 1, qui a eu accès au président pour une interview fleuve de Valeurs, dans Valeurs, qui fait 8 pages, qui n'était pas censé être lu. C'était l'engagement qu'avait pris le président. Et qui est sans conseiller, sans filtre d'ailleurs aussi. Il dit qu'effectivement il y a un problème migratoire en France et que la France est menacée culturellement. Voilà, il va dans ce sens-là et avec des termes très cash. Dans ce qui a posé problème dans cette interview et ce qui a posé problème au conseiller d'Emmanuel Macron lui-même, c'est qu'il s'était donc engagé, contrairement à toutes ses pratiques, à ne pas relire l'interview et il avait cautionné un certain nombre de pratiques, de figures qui sont aux antipodes de sa pensée. Et notamment à propos de Julien Audoul, qui s'en était pris à une femme. Oui, c'était
conseiller régional RN et qui, justement, dans l'enceinte du conseil régional, s'en était pris à une femme voilée qui était dans le public. Ça avait suscité évidemment une polémique très forte parce qu'il lui avait demandé de quitter l'enceinte. Alors qu'elle a le droit. Hein. Alors qu'elle avait le droit, puisque la laïcité s'impose à ceux qui représentent l'État, mais pas au grand public. Donc, Emmanuel Macron lui-même, dans cette interview à Louis de Raguenel, a cette formule, il s'est fait baiser à propos de Julien Audoul. Autrement dit, il serait tombé dans un piège et ça serait lui la victime. Donc c'est ce retournement et cette formulation. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait... il a été piégé. Il se serait fait piéger par des islamistes. C'est ça, par une association islamiste qui voulait créer un moment médiatique. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est exactement de cette polémique, mais le vocabulaire même utilisé a choqué les conseillers du président qui ont obtenu que la formule soit changée, adoucie. Et il y a eu une trentaine de modifications finalement, mais c'est très étrange si vous voulez. C'est pour ça que dans le legs médiatique de ce double quinquennat, il y aura ça. C'est un président qui a eu des rapports très tendus avec la presse, qui a imposé des relectures systématiques. On sait que certains journaux, comme La Voix du Nord, s'y sont opposés, mais pendant un temps, ils ont été blacklistés. C'est ce qui s'est passé pour les journalistes qui refusaient les pratiques très verticales voulues par le pouvoir macroniste. Et quand il s'agit de valeurs actuelles, eh bien, il y a une forme d'acquiescement, de politesse extrême. Emmanuel Macron entretiendrait donc une stratégie de connivence avec l'extrême droite médiatique. Il faut se rappeler aussi qu'il a appelé longuement Éric Zemmour après une agression dont il a été victime, une agression regrettable, mais quand une figure médiatique ou politique est comme ça agressée dans la rue, il est rare que Emmanuel Macron l'appelle. Et d'après Éric Zemmour, il lui aurait confié une mission sur l'immigration. Oui, racontez-nous ça. Qu'est-ce qu'il raconte, Éric Zemmour ? C'est ce qu'Éric Zemmour raconte dans son livre, celui qu'il écrit au moment de la campagne. Il raconte que Macron a voulu le séduire lui aussi, c'est-à-dire il est dans cette volonté de triangulation et peut-être dans cette séduction qu'exercent sur lui les figures venues de l'extrême droite. Il a voulu les circonscrire. Je pense que son but, c'est ça, et les tenir dans sa stratégie. Et là encore, l'influence de Mitterrand et de Bruno Roger-Petit est très forte. Sauf que l'époque n'est plus la même, que les médias ne sont plus les mêmes, qu'il n'y avait pas d'empire Bolloré à l'époque de Mitterrand. Il y a une forme de machiavélisme qui est forcément dangereux, en vouloir rejouer Mitterrand à une époque qui n'est plus la même. Je crois que sa stratégie, c'est ça. C'est de vouloir choisir un adversaire, et pour choisir cet adversaire, il faut le légitimer. Il faut donner des gages à cet adversaire. Il sait très bien que derrière Valeurs Actuelles, il y a toute cette extrême droite médiatique. À l'époque, on ne sait pas que Zemmour sera candidat, mais on voit bien que se dessine derrière le Rassemblement national. Donc on essaye de légitimer un adversaire que l'on veut retrouver en 2022. Je pense que c'est sa stratégie, et c'est aussi ce qu'il pense. Et pourquoi ? Parce qu'on se dit que face à cet adversaire, on est sûr de gagner ? Oui, mais c'est plus que ça. Si on regarde, il y a un livre d'Ismaël Émélien et de David Damiel. Ismaël Émélien, c'est lui qu'on présentait comme le cerveau de la Macronie. Bon, en réalité, il a vite quitté, et puis dans la communication, il a plutôt très mal géré l'affaire Benalla notamment. Mais Ismaël Émélien, il a défini beaucoup de ce que devait être le macronisme. Et ils ont écrit tous les deux un livre qui s'appelle « Le progrès ne tombe pas du ciel », qui n'est pas très intéressant, vraiment, mais qui montre quand même comment ils conçoivent la vie politique et l'avenir, tout simplement. Ce sont des jeunes gens et qui pensent que le vrai clivage, désormais, c'est progressisme contre populisme. Sauf que quand on a terminé ce livre, on voit très bien ce qu'est le populisme, le progressisme, pas trop. Mais pour eux, il n'y a plus de clivage droite-gauche. Ils le pensent sincèrement. Macron le pense sincèrement. C'est pour ça qu'il est dépassé en ce moment à l'Assemblée nationale, parce que ce clivage, il demeure, il existe. Et à mon avis, il va ressurgir dès 2027. Mais pendant cette parenthèse qu'aura été le macronisme, on a fait comme si le clivage droite-gauche n'existait pas, et comme s'il était remplacé par un nouveau clivage qui opposerait les progressistes aux populistes. Et comme il fallait l'alimenter, ce clivage, eh bien on a donné des gages à l'extrême droite, et y compris à l'extrême droite médiatique. Mais pourquoi on donne des gages ? Parce qu'il veut que ça soit ce clivage en disant face aux populistes, je gagnerai forcément, c'est ça l'idée ? C'est pas juste la stratégie politicienne. Je pense qu'il est sincère. Quand il veut retrouver Marine Le Pen, il sait qu'il a des chances de la dominer et de la vaincre, bien sûr. Mais je pense qu'il est intimement convaincu qu'il peut vaincre n'importe quel adversaire. Donc c'est pas juste de la stratégie. C'est qu'il pense vraiment que le clivage droite-gauche n'a plus de raison d'être et que désormais il est que le premier tour
Et alors, moi, là où je le critiquerai davantage, c'est qu'il escamote du coup la campagne du premier tour et il sera très présent dans l'entre-deux tours. De ce point de vue-là, il ne donne quasiment aucune interview avant le premier tour. Il attend de ce premier tour de devenir le candidat du progrès, du camp du progrès, du progressisme. Et à ce moment-là, il revient dans l'arène et il affronte la candidate populiste. Pour lui, le premier tour, il n'est pas le seul à le penser, désormais a vocation à choisir un candidat du progressisme contre un candidat du populisme. Pourquoi la présence du groupe Bolloré change-t-elle la donne ? Bolloré, d'abord, c'est un groupe dont on n'a jamais vu l'équivalent dans notre histoire. Par sa taille, déjà, par sa diversité. Parce que par la taille, on a déjà connu Hersant dans les années 80, du point de vue de la presse écrite, c'est immense. Mais ce qui est très fort dans le groupe Bolloré, et ce qui fait qu'il fait à ce point peur et qu'aussi peu de voix s'élèvent pour le dénoncer, c'est qu'il touche à tout. Il touche à l'industrie musicale, il touche à l'industrie cinématographique, qu'il finance. Au César, tout le monde s'en prend à Rima Abdul-Malak. Toutes les figures, les acteurs, etc. J'aimerais bien qu'ils aient un mot pour Bolloré. Mais ils sont sur Canal et ils savent que c'est Vivendi qui les finance, qui finance leurs films. Donc tout le monde se tait. Voilà, donc il y a une terreur qui s'exerce. Le complément d'enquête a pu faire parler Booba, parce que Booba a 6 millions de followers. Et que sa puissance, d'ailleurs il le sait, il le dit. Il le dit, j'ai une notoriété qui fait que je peux dire ce que je dis. Mais pour le reste, tout le monde se tait. Dans la classe politique, tout le monde se tait face à Bolloré. Et tout le monde va sur ses antennes parce qu'il compte trop. Il y a Vivendi, qui est très présent avec Universal dans l'industrie culturelle et cinématographique, qui est présent dans le jeu vidéo, qui est présent dans la publicité et la communication, qui possède Havas, qui est la deuxième agence de communication au monde, qui possède désormais un empire. Alors, il n'a pas de quotidien, mais le JDD, c'est le quotidien du 7e jour. Il pourrait d'ailleurs, la seule chose qu'il ne peut pas avoir, c'est un quotidien dans les règles de 1986. Les règles anti-concentration de 1986 empêchent d'avoir à la fois une chaîne, une radio et un quotidien. On peut dire qu'il a réussi là où Lagardère et Hersant ont échoué. C'est des empires de presse écrite qui ont tous les deux échoué dans les années 80 lorsqu'ils ont voulu aller vers l'audiovisuel. Et Lagardère a d'abord essayé d'avoir TF1, on a choisi Bouygues, il a essayé ensuite de reprendre la 5, où avait échoué Hersant, et les deux ont englouti une part de leur fortune et de leur influence dans cette... C'est sans précédent. C'est sans précédent. À la fois télé, presse écrite, radio, dans des domaines... Il y a aussi des festivals de musique. L'information, etc. C'est quelqu'un qui peut lancer un artiste, qui va être diffusé sur ses radios, dont on va faire la publicité dans ses chaînes, à la fois chaînes People, chaînes populaires type C8 avec TPMP et des émissions un peu plus haut de gamme et des chaînes d'information avec CNews, qui va diffuser après via ces festivals, qu'on va trouver dans l'édition avec des livres qui porteront sur eux. Il peut créer en fait un phénomène culturel. Et de la même manière, il peut créer une guerre civile, c'est ce qu'il essaye de faire. Ils savent créer des séquences qui vont après tourner sur les réseaux sociaux. Et ce qui est très frappant, c'est que le monde politique et le reste du monde médiatique se définit désormais par rapport aux thématiques et au vocabulaire imposé par Bolloré. Il y a une responsabilité des autres médias aussi, qui ont cédé vraiment à cette stupeur qu'a été l'émergence de Zemmour comme candidat, et qui l'ont alimenté, malgré eux. Il sait très bien, il connaît le jeu médiatique, et il savait comment organiser ça, et on n'a parlé que des thématiques qu'il voulait imposer, et de ce vocabulaire qui était imposé, au point que Valérie Pécresse elle-même, qui n'avait aucun intérêt à le faire. Elle avait 2 candidats d'extrême droite face à elle. Elle avait intérêt, au contraire, à apparaître comme celle de la droite modérée. Elle a repris à son compte l'expression grand remplacement. Donc c'est la force de frappe du groupe Bolloré, qui pourtant était beaucoup moins fort. Il n'y avait pas encore le côté presse écrite, officiellement en tout cas. Et donc, malgré ça, rien que par la force d'Europe 1, de CNews, de la diffusion sur les réseaux sociaux, de l'influence sur les autres médias, eh bien, le terme grand remplacement a alimenté toute la campagne. Et on s'est défini par rapport à ça, pour ou contre. Mais le vocabulaire a été fixé et les thématiques de la campagne ont été fixées par l'Empire Bolloré. Il faut bien comprendre qu'on est dans un... Et c'est là aussi tout à fait inédit. D'habitude, c'est le pouvoir politique qui influence le pouvoir médiatique et les actionnaires sont là pour en tirer des bénéfices, ils utilisent leurs médias comme outil d'influence. Mais là, on a un empire médiatique qui se construit contre le pouvoir politique en place et avec la volonté de faire gagner ses idées. Et il y a une espèce de sidération collective du monde politique aujourd'hui, Macronie comprise. On est dans une période, à partir de 2020 à mon sens, où il commence à comprendre que ce groupe est une menace pour lui, qui mène sa propre guerre idéologique, qui ne vise pas simplement à avoir l'extrême droite au 2e tour, mais bien à la faire gagner.
Si 2027 voit le triomphe de l'extrême droite, sa responsabilité sera immense en raison de cette erreur initiale et de ce jeu ambigu. Cette erreur initiale, donc vous parlez de l'interview à valeurs actuelles, Oui, de tout ça. Il y a aussi, on n'a pas parlé, mais quand il décore Michel Houellebecq, il y a la rédaction de Valeurs qui est là, Le Jeune et Dornelas, notamment, il leur fait visiter l'Élysée, il les traite avec le plus grand respect, c'est comme si c'était leur meilleur ami, quoi. L'héritage qu'il laissera, ça sera ça. C'est le président qui aura permis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et je pense qu'il en a pris conscience, le premier. Ouais. Or, ça voudrait dire, hors guerre, ce serait la première fois que l'extrême droite arrive au pouvoir en France. Et ça serait très grave, et il en serait l'auteur, le responsable. Pour qu'on puisse continuer à interviewer des personnalités largement invisibilisées sur les plateaux télé des milliardaires, soutenez-nous.